Rebonjour à tous, alors cette vidéo c'est une deuxième version d'une vidéo du coup qui avait été complètement retirée de YouTube pour appel au cyberharcèlement. Alors je tiens encore une fois à préciser encore une fois que cette vidéo ni aucune autre de la chaîne n'appelle au cyberharcèlement, à la haine, aux actions violentes d'une quelconque manière ou à quoi que ce soit de répréhensible par la loi. La seule chose que je cherche à faire ici dans cette vidéo c'est de donner des informations, des faits qui en général viennent de sources relativement vérifiées, donc c'est-à-dire par exemple des articles de la presse lambda ou des témoignages de victimes ou alors encore des documents de la police. Et voilà, et information supplémentaire qui est sortie du coup après que j'ai sorti cette vidéo et que je trouve assez intéressant, donc je vais le remettre, c'est que en fait récemment il y a eu une affaire qui est sortie comme quoi une société de cinématographie je crois qui appartient à Jack Lang, donc qui a été ministre pendant assez longtemps, qui est un politicien assez influent français, qui a été impliqué justement dans les affaires que je vais citer, notamment l'affaire du Criès. Et ben cette société cinématographique qui lui appartient a touché aux surprises de l'argent de la part de Jeffrey Epstein. Et en plus de ça, je pense qu'on peut rajouter aussi l'affaire récemment qui est sortie avec l'affaire du club du siècle, avec Olivier Duhamel qui a abusé pendant des années d'un enfant jusqu'à ses 14 ans, notamment pendant les vacances et rendez-vous entre toute cette élite de la gauche 68arde, si connue pour l'instant, qui d'ailleurs avait plus ou moins, non beaucoup avaient signé les pétitions pour la libéralisation de la pédophilie aussi dans les années 60. Et ce club du siècle, c'est un espèce de groupe très influent dans lequel on retrouve énormément par exemple de membres du groupe Bilderberg, mais aussi énormément de gens du monde des médias, donc on a, il me semble, des gens de la fondation Dreyfus, Xavier Niel et tout ça qui possèdent le monde. Donc énormément du monde médiatique aussi, c'était vraiment large, il y a des banquiers, des gens du monde médiatique, du monde politique, de la finance et tout ça. Là on est vraiment au cœur de ces réseaux-là. Bon sur ce, je vous laisse sur cette deuxième version de cette vidéo qui, je le rappelle une millième fois, n'appelle en aucun cas à la haine ou au cyberharcèlement. Ou d'ailleurs au harcèlement ou aux actions violentes ou aux insultes ou à la calomnie d'une quelconque façon. Les personnes que je cite ne le sont que de façon purement informative, notamment dans le cadre de plusieurs enquêtes qui sont sorties dans la presse tout à fait standard, donc je ne dis rien qui est nouveau ou calomniateur. Alors ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai du coup pu avoir le temps, grâce au confinement notamment, de me renseigner sur des nouveaux sujets. Je suis allé vraiment en profondeur sur certains de ces sujets. J'en ai tiré probablement de quoi faire une série de vidéos. Ce sera donc probablement une trilogie sur un sujet très large mais extrêmement important. Du coup, comme probablement vous avez pu vous en rendre compte, j'ai aussi fait l'acquisition d'un nouveau micro. Alors je vais parler dans cette vidéo d'un sujet qui est pas un sujet facile du tout, qui est même un sujet extrêmement sombre on va dire. Et du coup j'en appelle à la fois à votre discrétion sur ce sujet pour éviter de m'attirer les foudres de YouTube, mais aussi parce que c'est un sujet dur émotionnellement peut-être à traiter et à intégrer. Ici je vais parler en fait de plusieurs cas internationaux, de trafic d'êtres humains et aussi d'abus d'enfants. Le but de cette vidéo c'est pas d'entrer dans les détails sur chaque affaire, ce qui a déjà été fait par de nombreuses personnes et d'autres chaînes YouTube, mais plutôt d'enquêter sur des circonstances, des aspects similaires, une sorte de trame commune qui pourrait exister entre ces affaires. De peindre, puis dire, un espèce de tableau d'impressionniste à partir de tous ces points individuels. On va commencer par une affaire qui a fait énormément de bruit dans la presse l'année dernière d'ailleurs, c'est l'affaire Epstein. Alors si on veut résumer cette affaire Epstein, qui est probablement digne de plusieurs romans, c'est en fait l'affaire de Jeffrey Epstein, alors un ancien professeur de mathématiques new-yorkais et ayant mis les pieds dans le monde de la finance. Alors Epstein, dans le passé, a déjà été arrêté plusieurs fois pour des accusations et des fortes suspicions, notamment de proxénétisme impliquant des mineurs, et ça, dès 2004, il était passé devant une cour pénale pour ce genre d'accusation. C'est beaucoup plus récemment qu'on a entendu parler de lui, parce qu'en fait, le 6 août 2019, il s'est fait arrêter cette fois-ci, avec un dossier à charge extrêmement lourd, qui contenait notamment les accusations et de très nombreuses victimes. Et à partir de ça, il y a pu y avoir le début vraiment d'une enquête plus sérieuse sur le sujet. Cette enquête, à partir des accusations de proxénétisme de mineurs contre lui et son associé qui s'appelait Ghislaine Maxwell, qui est une femme dont je reparlerai par la suite. Cette enquête, elle a notamment permis de retrouver un certain carnet d'adresses.
Alors dans ce carnet d'adresses, il y avait le nom de gens extrêmement, mais je dis extrêmement haut placés, c'est-à-dire que dedans on peut notamment noter plusieurs anciens présidents américains, des membres de la famille royale et une grande partie d'acteurs hollywoodiens et de stars de la pop aussi. Et ce Jeffrey Epstein, malgré son CV assez douteux on va dire, parce on ne sait pas trop d'où vient sa richesse, était capable de se payer des manoirs en plein milieu de New York, mais aussi une île privée tout entière à lui, tout comme un jet privé qu'il appelait le Lolita Express. Et cet avion-là, d'après toutes les accusations, a été notamment le principal lieu dans lequel étaient pourvus, on va dire, à certains personnages extrêmement riches et influents, des prostituées mineures, qui étaient pourvues du coup par Epstein et son associé Ghislaine Maxwell. Et la plupart de ces prostituées d'ailleurs venaient soit de réseaux d'agences de mannequins, ou alors de milieux défavorisés qui avaient été, on va dire, entraînés là-dedans par la promesse de richesse et de sécurité. Et donc encore une fois d'après les accusations, dans cet avion au nom explicite, qui s'appelait donc le Lolita Express, avait lieu effectivement le trafic de mineurs pour des gens riches et influents. Ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde qui est sa première associée qui s'appelle Ghislaine Maxwell, ce n'est nul autre que la fille de Robert Maxwell. Ce Robert Maxwell a été pendant des années le directeur de l'agence des services secrets israéliens qu'on appelle le Mossad. Ce Robert Maxwell qui est d'ailleurs mort dans des circonstances assez mystérieuses, probablement d'ailleurs à la suite de conflits d'intérêts avec des ex-associés. On l'a retrouvé noyé, tombé de son yacht apparemment, dans ce qui a été au final qualifié d'un accident. Et cet avion, il était donc quasiment et exclusivement utilisé dans ce but-là, c'est-à-dire dans ce but d'organiser un réseau de prostitution de mineurs. Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'en fait, ce réseau de prostitution servait notamment, probablement à certains services de renseignement, mais certainement au moins à Epstein lui-même, à organiser tout un réseau en fait de personnes qu'il détenait, on va dire, dont il avait les faveurs par du chantage, c'est-à-dire qu'il prenait en vidéo et en photo la prostitution de ces mineurs avec ces personnes très influentes pour pouvoir ensuite organiser un réseau d'influence extrêmement poussé. Et pour vous montrer l'importance un peu de ce réseau d'influence qu'il a été probablement capable de constituer, je vous mets une liste de tous les gens qui ont voyagé sur ce fameux jet privé. Et ce jet privé qui souvent d'ailleurs allait sur une île qui s'appelle Little St. James. Alors Little St. James, c'est une île privée qui appartenait exclusivement à Epstein et sur laquelle en fait la plupart des victimes disent avoir été abusées et dans laquelle il y aurait eu notamment des orgies incluant des mineurs. Et c'est très intéressant cette île parce qu'elle semble plus ou moins vide, on va dire. Et dessus, par contre, ce qui attire l'attention, c'est un temple qui a l'air d'aspect babylonien, avec, comme vous pouvez le voir là, des chouettes à l'entrée, des gargouilles, mais aussi des espèces de motifs, on va dire, qui ressemblent à des édifices religieux du Moyen-Orient. Et dans les rapports de vol, on peut lire notamment que ont pris cet avion et sont aussi régulièrement allés sur son île des personnalités extrêmement connues et importantes, dont les anciens présidents des États-Unis, Obama et Bill Clinton, mais aussi sa femme, Hillary Clinton, ainsi qu'énormément d'acteurs et de célébrités de la pop. D'ailleurs, je vais vous mettre ce que vous pouvez voir sur l'écran là, c'est justement ce fameux rapport de vol qui cite toutes les personnalités qui ont participé, on va dire, à ce réseau-là, enfin en tout cas qui sont allés dans son avion qui servait probablement uniquement à ça. Donc à la suite de ça, Epstein est arrêté et mis dans une prison de haute sécurité aux États-Unis. Et dans sa prison, il est placé sous surveillance de suicide, ce qu'on appelle Suicide Watch en anglais, parce que il a déjà tenté apparemment de se suicider. Il a été retrouvé avec ce qui ressemblait à une tentative de suicide quelques jours auparavant. Et il a donc été placé dans une cellule isolée, sous la surveillance de gardes permanentes. Et le lendemain, on a retrouvé son cadavre, mort, avec ses draps autour du cou. Et donc cet homme qui s'apprêtait à témoigner sur ce réseau d'influence sans précédent probablement, a été assassiné dans sa cellule, soi-disant surveillé en permanence. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fois les deux gardes n'étaient comme par hasard pas présents à ce moment-là. Autre coïncidence, les caméras de surveillance ont mal fonctionné et on est incapable aujourd'hui de retrouver la vidéo de la mort de cet homme. Et en plus de cela, la possibilité d'un suicide dans cette île était quasiment nulle, c'est-à-dire que les draps étaient faits pour ne pas être utilisés à ce but-là. Et le médecin légiste même qui a étudié le cadavre de Monsieur Epstein
a lui-même dit qu'il y avait certaines fractures des os du cou de Epstein qui étaient quasiment impossibles à produire dans un cas de suicide par pendaison. Et que par contre c'était extrêmement fréquent dans des cas d'étranglement. Donc l'affaire a été conclue en tant que suicide, mais l'avis des médecins légistes et les circonstances autour font penser que c'est évident que cet homme-là a été assassiné, probablement pour ne pas pouvoir témoigner. Son associée Ghislaine Maxwell, quant à elle, est encore en fuite et recherchée par le FBI d'ailleurs. Et tout comme Jean-Luc Brunel, alors ce qui est intéressant c'est qu'il avait aussi un complice qui s'appelait Jean-Luc Brunel, qui lui-même tenait des agences de mannequins en France, donc il y avait apparemment aussi un lien avec la France de toute cette affaire de réseau d'influence et de prostitution. Et Jean-Luc Brunel, qui lui-même aussi avait été accusé par le passé, notamment par la fameuse Karen Mulder, d'avoir justement abusé sexuellement de ces mannequins mineurs et d'avoir créé justement lui-même aussi des réseaux d'influence par la prostitution. Une autre affaire similaire, qui a aussi fait beaucoup de bruit à son époque, c'est la fameuse affaire Dutroux. Alors dans cette affaire Dutroux, que je vais juste ici résumer sommairement, c'est l'arrestation d'un homme qui a enlevé, violé et assassiné notamment des fillettes dans les années 90 en Belgique. Ce qui a créé probablement l'affaire du siècle dans ce pays. Et ce qui est intéressant autour de cette affaire-là, c'est qu'il y a eu énormément, on va dire, de rebondissements assez intéressants autour de cette affaire-là. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que pas moins de 27 témoins sur cette affaire-là sont morts prématurément dans des circonstances assez troubles. On peut citer notamment Guy Goebbels, qui est un policier, qui s'est suicidé après avoir dit à ses proches qu'il voulait approfondir sur l'affaire Dutroux et ses liens. Il y a aussi Bruno Tagliaferro, qui est mystérieusement mort empoisonné après avoir dit à sa femme « J'en sais trop, je vais mourir ». Sa femme, après la mort de son mari du coup, demande la protection policière. Et quelques temps plus tard, elle dit avoir retrouvé des documents importants liés justement à l'affaire Dutroux, et on la retrouve morte, calcinée chez elle, et ce sera considéré comme un accident ou un suicide, malgré le fait qu'on ait retrouvé des produits inflammables à côté qui n'avaient rien à y faire. Il y a aussi un homme du nom de José Stepp, qui lui est mort 2 jours avant un témoignage qu'il devait faire à la police. Il y a aussi Brigitte Génard, une dentiste, témoin dans l'affaire Dutroux, qui elle aussi voulait témoigner et qui a été retrouvée morte d'un autre aussi suicide très pratique, on va dire. À cette liste s'ajoute Anna Conjevoda, qui avait des infos aussi sur des complices de Dutroux et avait contacté la police, qui très peu après a été retrouvée morte, étranglée dans la Meuse. Il y a aussi Hubert Massa, qui est un procureur qui arrive sur l'affaire Dutroux, qu'on retrouve quelques jours plus tard suicidé, sans lettre, dans son bureau. Et c'est là que quelques exemples, parce que vous pouvez imaginer que 27 aussi, ça fait beaucoup et qu'il y en a que je ne peux pas forcément citer. Et dans cette affaire-là, il y a aussi des témoins qui ont été écartés de l'affaire, notamment un témoin qui s'appelle témoin X1, qui aujourd'hui a donné son nom et a réalisé des interviews, qui s'appelle Regina Louf. Et cette Regina Louf qui parlait de complice de Dutroux, mais aussi de ce fameux complice businessman, Michel Nioul, qui organisait notamment un même réseau de prostitution, mais aussi de pornographie et d'abus d'enfants parfois complètement atroces. On parle de les forcer à avoir des rapports avec des animaux ou même à se torturer les uns les autres. Cette Regina Louf, elle parle aussi de meurtres d'enfants qu'elle aurait vu elle-même qui dans ces réseaux-là, et notamment de meurtres autour de certains rituels ou de certaines superstitions sadiques réalisées par certains proches de Dutroux, qui avaient été cités comme complices dans cette affaire-là. Cette Regina Louf, malgré ses témoignages concordants avec ceux de beaucoup de personnes, dont d'ailleurs certains sont aussi morts mystérieusement, a été déclarée comme mentalement incapable de témoigner, et déclarée, on va dire, plus ou moins folle, ce qui fait que son témoignage n'a pas pu être entendu sur l'affaire. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment que potentiellement on voudrait cacher derrière cette affaire-là? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve comme un des premiers complices dès le départ dans cette affaire Dutroux, un homme du nom de Michel Nioul, qui n'est autre qu'un très riche homme d'affaires, en lien avec, on va dire, tout le gratin de la société belge, des sénateurs, des magistrats, des policiers, énormément de personnes influentes, pour qui notamment il organisait ce qu'il appelait des parties fines, qui étaient des sortes, encore une fois, de fêtes assez spéciales, mais aussi d'orgies notamment. Et cet homme-là, dont l'implication semble
bien plus que de légères accusations, pourtant sera retiré de l'affaire et échappera à la justice. Énormément d'autres affaires dans le genre ont émergé, notamment en Angleterre et au Royaume-Uni de façon générale. La première, c'est une affaire où il y a eu un documentaire là-dessus que je vous mettrai dans la description probablement, d'une jeune femme qui s'appelle Teresa. Et cette jeune femme a témoigné contre sa grand-mère qui l'aurait entraînée dans une espèce de secte dans laquelle elle était forcée de commettre les pires atrocités et de se prostituer. Et cette secte, en fait, l'aurait abusée pendant des années, dans un réseau extrêmement organisé et vaste, dans différents lieux, notamment plusieurs manoirs dans la campagne anglaise. Et le témoignage sur cette affaire-là est absolument innommable. On parle de viols en réunion d'une enfant dès l'âge de 8 ans, de rituels où des enfants sont sacrifiés, de viols par des animaux, d'atrocités innommables. Elle dit notamment qu'on l'a mise enceinte, puis forcée à avorter. Ils auraient aussi attendu qu'elle donne naissance à un enfant avant de le sacrifier dans un rituel, puis de donner des morceaux de son corps à manger, de forcer cette personne à manger des morceaux du corps de son enfant. Et ça, c'est une affaire judiciaire qui est passée devant un tribunal, et dont d'ailleurs énormément de gens ont été condamnés. Donc on parle de quelque chose qui est vraiment avéré, qui a été prononcé par la justice. Ça a l'air complètement fou, mais le nombre de détails et de personnes impliquées semble être absolument gigantesque. Et ça a permis de condamner notamment la grand-mère de cette jeune fille qui était évidemment on va dire sa proxénète, mais aussi quelques personnes qui auraient pris part à ces viols. Et ça c'est en parallèle à d'autres affaires, notamment l'affaire de Westminster, et où certains proches de Margaret Thatcher avaient été cités par de nombreux témoins comme ayant pris part justement à des viols d'enfants, mais aussi à des meurtres d'enfants. Cette fois-ci, ils ne mentionnent pas de rituel, mais des meurtres par des proches de Margaret Thatcher, qui d'ailleurs eux aussi ont été entendus par la justice, bien que l'affaire n'ait pas allé jusqu'à des condamnations. La justice a estimé que ces témoignages étaient extrêmement plausibles. À ces témoignages-là s'ajoute le témoignage d'un ancien policier qui s'appelle John Wedger, un policier anglais, qui a dénoncé pendant des années la protection par ses supérieurs et le reste de la hiérarchie de la police de certains réseaux justement de prostitution de mineurs et d'enfants. Et on a des témoignages de victimes de ces réseaux, notamment le témoignage de Richard Kerr qui dit avoir été abusé dans des hôtels particuliers par différentes personnes importantes et très haut placées dans la politique anglaise. Et cette affaire en Angleterre aussi, elle fait écho à une autre affaire qui est sortie plus récemment, sur un certain personnage qui s'appelle Jimmy Savile. Alors, qui était Jimmy Savile? C'était un présentateur d'émissions de télé pour la BBC, qui pendant des années du coup a été probablement le présentateur télé le plus adulé et aimé du peuple anglais, au point même qu'il a été anobli par la reine d'Angleterre. Ce personnage-là, qui était donc très impliqué lui aussi dans les hautes sphères de la société anglaise, mais aussi dans le monde de la pop. Il était notamment proche de certains groupes de rock très connus comme les Rolling Stones. Il a été accusé unanimement par des centaines et des centaines d'enfants qui étaient venus sur son plateau de télé, dans ses émissions, de les avoir abusés, de les avoir violés et violentés pendant des années, sur une échelle qui dépasserait les centaines d'enfants. De nombreuses autres accusations envers lui sont sorties, toutes plus sinistres les unes que les autres. On parle d'implication dans des rituels magiques, notamment liés à la secte Thelema, sur laquelle j'insisterai dans un autre épisode probablement, mais aussi d'accusations de nécrophilie ou d'autres choses absolument ignobles. Ces abus-là, ils ont été reconnus par la justice, mais ce qui a aussi été reconnu, c'est qu'il a été protégé pendant des années, notamment par l'administration de la BBC, qui est probablement la chaîne d'information la plus célèbre et la plus importante du monde. Cet homme-là, notamment, il a utilisé, pour trouver ses victimes, deux réseaux, notamment un réseau de camps scouts, qui était financé par la Grande Loge maçonnique de Londres, qui était présidée par le prince Philippe. Ils s'appelaient les camps Doncaster. Et c'est intéressant qu'on retrouve encore une fois la famille royale anglaise dans ces accusations, parce que un des principaux accusés, notamment de l'affaire Epstein, cette fois-ci aux États-Unis,
c'est là qu'il y a un lien, c'était le prince Andrew, en fait, ce prince Andrew qui notamment a été accusé d'avoir volé des dizaines de fois sur l'avion de Monsieur Epstein, et qui a été entendu notamment suite à ces accusations assez fortes, qui a été obligé de s'expliquer justement dans une interview, dans laquelle il n'a cessé de mentir sans savoir qu'en fait son intervieweuse avait des informations qui démentaient ce qu'il disait, et il a été exposé comme ayant menti probablement 8 fois d'affilée dans cette interview, ce qui est assez surréaliste, au point que sa version changeait toutes les minutes à peu près. Ces mêmes accusations, elles ressortent aussi dans un autre milieu assez éloigné, mais pas autant qu'on le croit justement, qui est Hollywood en fait. On connaît les quelques affaires médiatisées qui sont sorties, notamment la fameuse affaire de Roman Polanski, qui a dû fuir les États-Unis notamment après avoir été accusé, ce qu'il n'a jamais démenti d'ailleurs, de viol, après avoir drogué et violé une fille de 13 ans dans son appartement aux États-Unis. Mais au-delà de cette affaire-là qui est assez ancienne, il y a énormément de témoignages qui eux n'ont pas du tout été médiatisés autour de ça. Notamment dans une interview, l'acteur de Frodon Sake dans Le Seigneur des Anneaux qui s'appelle Elijah Wood a lui dénoncé et parlé ouvertement d'un grave problème de pédophilie chez les acteurs, les réalisateurs et autres cadres importants de l'industrie du cinéma. Il parle notamment de soirées où les jeunes acteurs subiraient systématiquement les abus des adultes présents. Une autre accusation assez similaire a été prononcée cette fois-ci par une jeune femme qui s'appelle Natasha Jait. Alors Natasha Jait, c'est une mannequin sud-américaine qui a travaillé pour Playboy dans les années 70. Elle a récemment elle a fait des révélations où elle disait qu'en fait les soirées organisées par Playboy, dans justement ces soirées-là qui incluaient énormément de ces cadres d'Hollywood, servaient de couverture à un réseau de prostitution de mineurs justement. Cette Natasha Jett, juste après ces révélations-là, elle a dit avoir reçu des menaces, et ensuite après cela, elle a déclaré sur Twitter je vais bien, je ne suis pas suicidaire, je n'ai pas de problème de drogue ni de problème de santé sérieux. Je suis en parfaite santé et si quelque chose m'arrive, menez l'enquête. Elle a été retrouvée 2 semaines plus tard, morte d'une overdose, ce qui a été classifié comme un suicide. Un autre témoignage s'ajoute à tout cela, plus récent celui-ci, c'est le témoignage d'Isaac Capi. Alors Isaac Capi, c'était un acteur secondaire d'Hollywood qui a passé de nombreuses années. Et lui, il mène cette fois-ci des accusations nommées et directes contre ces cadres d'Hollywood justement, où il les accuse directement d'actes pédophiles et de viols et de meurtres rituels d'enfants. Dans ces accusations, il y a notamment les acteurs Tom Hanks ou le réalisateur Steven Spielberg, mais énormément d'autres gens aussi. Et Isaac Capi, après avoir fait ces révélations, laisse une dernière vidéo qui montre justement une scène extrêmement bizarre, on va dire, où on voit des mineurs dans une tenue et un contexte qui semble extrêmement inapproprié. Il fait donc ces révélations et déclare que la totalité d'Hollywood est justement prise en charge par ce genre de personnage qui n'hésite pas à violer ou assassiner des enfants. Après ces révélations, Isaac Capi déclare qu'il n'est absolument pas suicidaire, qu'il va très bien et qu'il compte continuer justement à dénoncer ses actions. Et il est retrouvé le lendemain même, mort, renversé par une voiture sur la route 66. Et détail intéressant, là ce que vous voyez, c'est un tweet qui a été lâché quelques heures après la mort de Isaac Capi par Tom Hanks, où il mentionne aussi la route 66. Une autre mort suspecte, c'est aussi celle de Anthony Kidman, qui est non moins que le père de la fameuse Nicole Kidman, qui lui a été accusé plusieurs fois de pédophilie et a été retrouvé mort dans des circonstances assez mystérieuses lui aussi. Un autre acteur que vous connaissez peut-être moins parce que c'est plus ancien, c'est Corey Feldman. Lui a commencé à parler des abus sexuels que lui et d'autres acteurs ont subis quand ils étaient enfants. Et lui, il est passé sur des plateaux télé notamment pour s'exprimer là-dessus, et il a dit avoir reçu des tentatives d'assassinat sur lui et sur ses proches, qu'il a été ignoré par la police dans ses témoignages, et aussi par les journalistes d'ailleurs, et qu'il refusait du coup de nommer les gens parce qu'il avait reçu des menaces de mort très sérieuses et qu'il avait peur pour sa vie. Un autre témoignage, c'est le témoignage aussi d'Alison Carey. Alison Carey, qui était non moins que la sœur de Maria Carey, qui parle dans plusieurs interviews en fait que ses parents faisaient partie d'une secte sataniste dans laquelle ils avaient commis des abus extrêmement violents
sur sa sœur Maria Carey et elle-même, qui les avait laissées absolument détruites et traumatisées. Encore une fois, on parle exactement des mêmes circonstances, avec le même genre de rituel où les enfants sont abusés à la fois physiquement et sexuellement, avant parfois même d'être forcés à sacrifier d'autres enfants. À toutes ces affaires-là s'ajoute une autre affaire assez intéressante qui s'appelle l'affaire Zandvoort. Alors l'affaire Zandvoort, c'est l'histoire d'un DVD qui a été retrouvé à Zandvoort aux Pays-Bas, où on a retrouvé, un policier hollandais a retrouvé notamment des matériels pédopornographiques, parfois extrêmement violents, ce qu'on appelle parfois même des snuff movies, qui ont été retrouvés en Hollande, qui concernaient des dizaines de milliers d'enfants. Et les photos venaient apparemment de sources internationales. Elles venaient d'Angleterre, de France, de Maroc, du Venezuela, des Pays-Bas et de l'Europe entière, de l'Europe de l'Est. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette affaire-là, dans ces affaires Zandvoort, on a retrouvé à la fois des photos qui venaient probablement de l'affaire Dutroux, mais aussi de certaines affaires j'ai citées précédemment en Angleterre, et aussi sur une autre affaire dont je vais parler après, qui est l'affaire du Criès. Et il y a eu encore étonnamment des circonstances extrêmement troubles autour de cette affaire-là. Notamment le DVD impliquait beaucoup d'enfants français. Et il a été envoyé à l'administration Chirac qui a d'abord nié l'avoir et ensuite a classé l'affaire sans suite et l'a plus ou moins ignoré, malgré l'attention de quelques médias sur cette affaire-là. Le policier qui a révélé l'affaire a subi d'énormes pressions pour ne pas le faire et aujourd'hui a lui-même été mis en prison pour détention justement de matériel pédopornographique. C'est là qu'on comprend le niveau de corruption absolue de ce genre de choses. C'est-à-dire que le policier qui dénonce l'affaire est lui-même condamné pour ce genre de délit qu'il n'a évidemment absolument pas commis. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'encore une fois, il y a des morts assez troubles autour de ça. C'est que Gerrit Ulrich, un des complices et pornographes de cette affaire-là, prend la fuite et est retrouvé assassiné en Italie, après avoir remis ce fameux DVD notamment à une association internationale de protection de l'enfance, appelée le CIDE. Il est mort d'un accident de voiture après que ses freins aient mystérieusement lâché à un moment inopportun. Une autre affaire liée à ça, cette fois-ci en grande partie française, c'est l'affaire du CRIES. Alors le CRIES, c'est une association qui existait dans les années 70, qui tentait de réhabiliter, entre guillemets, et de légaliser la pédophilie. Et cette association avait des membres extrêmement haut placés, encore une fois, notamment M. Verberg, qui à l'époque était le président de l'UNESCO, une grande institution internationale. Et cette affaire du CRIES, en fait, elle est sortie après que on ait retrouvé des documents pédopornographiques qui auraient été justement tournés par ce fameux président de l'UNESCO dans les locaux même de l'UNESCO. Et ce réseau donc, du CRIES incluait des gens extrêmement influents, dont notamment le pasteur Doucet, qui était un membre du clergé, un pasteur parisien, qui notamment gérait un certain foyer de réhabilitation pour les déviants sexuels, qu'il soi-disant aidé par une approche religieuse. Ce pasteur Doucet, lui aussi, comme Epstein, avait un carnet d'adresses sur lequel il se vantait d'avoir le nom de personnes extrêmement influentes impliquées dans ce réseau de trafic sexuel d'êtres humains et notamment d'enfants. Et dans ces carnets-là, on pouvait voir, d'après lui, les noms de Jacques Lang, mais aussi Hubert Védrine, Gabriel Maznev, qui lui a ouvertement d'ailleurs défendu la pédophilie jusqu'à aujourd'hui, mais aussi de façon très intéressante, un certain Oudemont, qui lui-même est un complice avéré de Dutroux, en Belgique cette fois-ci du coup, ce qui quand même crée un lien assez fort entre ces différentes affaires. Et c'est à noter que justement dans cette affaire du CRIES, il y a certains des documents, photos, films et autres preuves qui ont été retrouvés aussi dans la fameuse affaire du DVD de Zandvoort, à côté de bien d'autres. Ce fameux Oudemont, lui aussi, sera retrouvé mort dans un accident de voiture, suspect, d'ailleurs déclaré suspect par les enquêteurs. Et cette affaire, elle semble aussi avoir des ramifications cette fois-ci au Portugal. Cette affaire, on retrouve impliqué un certain personnage qui s'appelle Gérard Menou, qui a été longtemps qualifié comme le roi du porno français parce qu'il détenait Défi Productions, une des plus grandes sociétés de production de porno français. Et cet homme-là, il est cité justement dans cette affaire et aussi notamment par les témoignages d'anciens membres de la secte sataniste Abrasax située en Belgique, et très fortement liée à aussi la secte Wicca, cette fois-ci située à Paris, dont la plupart des membres d'ailleurs ont été retrouvés assassinés.
Et un des associés de Gérard Menou s'appelait Daniel Messinger. Et ce Daniel Messinger, lui, avait comparu devant la justice plusieurs fois pour trafic d'êtres humains, notamment pour le meurtre d'une fille de 19 ans dans un rituel sataniste, pour lequel il a été comparu en justice. Et ce personnage-là, Messinger, notamment durant l'enquête par rapport à cette affaire de trafic d'êtres humains, a été nommé dans l'enquête par Gérard Menou comme ayant des liens directs avec Marc Dutroux. Donc ça fait une boucle complète. On retourne encore une fois sur des affaires qui semblent communiquer et avoir les mêmes personnes impliquées à chaque fois. Et le fameux pasteur Doucet, du coup, qui détenait apparemment le carnet d'adresses maudit, on va dire, détenait les noms de personnalités très importantes impliquées dans ce réseau-là. Il a été retrouvé mort peu après l'affaire, assassiné dans la forêt de Rambouillet. Et à toutes ces affaires-là, on peut aussi rajouter plein d'anecdotes diverses que j'ai pas précisé autant que ça. Notamment, on peut parler de l'affaire du juge Bernard Borel, qui était un juge envoyé par la France à Djibouti. Alors ce juge-là, il est mort en 1995. On l'a retrouvé mort au milieu du désert, tombé d'une falaise, et son corps en partie calciné. Sa mort a été déclarée comme un suicide. Et il y a énormément de sources à l'époque et de proches d'ailleurs de ce juge qui disaient qu'il était en train d'enquêter notamment sur des réseaux de trafic d'êtres humains et de prostitution d'enfants, encore une fois, à l'échelle internationale. Encore une autre affaire diverse, il y a l'affaire de Patrice Allègre, un tueur en série dans les années 90 et 80 qui a sévi aux alentours de Toulouse et qui a arrêté pour ça d'ailleurs, et qui a été arrêté pour ça et qui a fini en prison. Et récemment, il y a eu des rebondissements dans cette affaire parce que il semblerait, comme d'ailleurs beaucoup de témoins dans cette affaire-là, notamment des prostituées qui ont comparu comme témoins dans cette affaire Allègre, disaient que Patrice Allègre, effectivement, ne travaillait pas seul, mais qu'il avait des associés et qu'il organisait notamment, encore une fois, comme Michel Nioul, des espèces de parties fines dans lesquelles certaines personnes extrêmement influentes, notamment de la région de Toulouse, se rassemblaient pour participer à des orgies. Et que Patrice Allègre, donc, aurait été le pourvoyeur, en fait, de ce réseau-là. Et encore plus récemment, un autre rebondissement, c'est qu'un ancien magistrat, le juge Roche, décédé depuis, aurait fait des confessions à ses enfants sur son lit de mort, en leur expliquant qu'il participait justement à un réseau de violence, de trafic d'êtres humains, de viols et aussi de meurtres rituels. Et que ce réseau aurait impliqué et donc confirmé les accusations des prostituées citées comme témoins dans l'affaire Allègre, et que ce réseau il impliquait notamment des personnalités comme Dominique Baudis, le maire de Toulouse à l'époque, qui est ensuite devenu patron du CSA, donc du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans d'autres affaires diverses, on peut aussi citer par exemple l'affaire de la lettre de Van Aller. La lettre de Van Aller, qui est une lettre qui a été envoyée et reçue d'ailleurs dans le dossier de l'affaire Dutroux, qui est une lettre qui donne des noms et apparemment, d'après le compte-rendu de l'enquête, cite aussi et donne des éléments matériels. Cette lettre, elle décrit une secte en Hollande qui comprendrait à peu près 300 personnes dont certains membres sont nommés, qui serait une secte, encore une fois, d'orgies et de rituels sataniques, qui serait justement en lien avec ces enlèvements et l'affaire Dutroux. On peut aussi citer, mais ça j'y reviendrai probablement dans une vidéo, toutes les personnalités françaises qui se sont engagées pour la dépénalisation de la pédophilie, comme notamment le fils même de François Mitterrand qui s'appelle Frédéric Mitterrand, grand ami d'ailleurs de Gabriel Masneff, qui décrit d'ailleurs ses actes pédophiles nombreux dans ses propres livres, sortis encore aujourd'hui. Sachant que ces deux personnes n'ont jamais été inquiétées vraiment par la justice ni condamnées pour ce genre d'actes. Une autre affaire qui a fait moins de bruit que celle-là, parce qu'elle était en Italie, c'était une affaire assez locale, c'est l'affaire Bibbiano en Italie, dans le village de Bibbiano, où des enfants ont été poussés à faire de faux témoignages, et avec un réseau très organisé comprenant des magistrats, des politiciens et des policiers, ont réussi à les confier à des familles d'accueil dans lesquelles les enfants ont été abusés. À la suite de cette affaire, 18 personnes ont été arrêtées, notamment des membres du Parti démocrate italien. Aux États-Unis, cette fois-ci, dans les années 80, il y a aussi eu une affaire qui est sortie, notamment grâce au témoignage de Paul Bonacci, dans ce qu'on appelle l'affaire Franklin. Cette affaire Franklin, c'était l'affaire en fait de ces accusations, notamment par ce Paul Bonacci, de l'organisation d'un réseau de prostitution d'enfants garçons, de jeunes garçons, qui impliquait notamment un certain personnage politique assez important qui avait déjà été condamné par la justice pour fraude, qui s'appelle Larry King, qui était un personnage assez important du Parti républicain, du coup, qui était en lien notamment avec Ronald Reagan et la famille Bush. D'après le témoignage de Paul Bonacci, on parle là encore une fois de violence, de meurtre d'enfants aussi et de viols commis après des kidnappings auxquels il aurait assisté et participé en étant enfant.
Paul Bonacci d'ailleurs a réussi à faire passer cette affaire devant la justice et a obtenu une lourde compensation à la fin de l'affaire. Et c'est pas le témoignage unique, il y a aussi énormément de témoignages autour de cette affaire, et encore une fois, 15 morts très suspectes dans des accidents, des crises cardiaques subites, des problèmes de santé inopportuns, ou des accidents de la route. Une autre affaire, là encore une fois, c'est celle de Max Speyers, un personnage assez sulfureux et étrange, qui enquêtait sur des accusations envers un certain Michael Aquino. Alors Michael Aquino, c'est un personnage très intéressant. C'est un ancien membre très haut gradé de l'armée américaine, notamment spécialisé dans la guerre psychologique. Et après sa retraite, il a décidé de fonder, de rejoindre une église qui existait déjà, qui s'appelle l'église de Seth, qui se décrit elle-même comme sataniste. Et donc Max Speyers, lui, il enquêtait sur des accusations, notamment encore une fois de pédophilie et d'abus rituels sur des enfants de la part de ce personnage. Et Max Speyers a été retrouvé mort d'une overdose peu après avoir commencé à fouiller dans cette affaire. Avant sa mort, il avait déclaré, je cite, « Si quelque chose m'arrive, enquêtez ». Une autre affaire intéressante, en fait, c'est celle du gendarme Jambert. Alors ce gendarme Jambert, en fait, il a décidé d'enquêter justement sur toutes ces affaires, et il a constitué un dossier, justement, qui arrivait à mettre en lien énormément de ces affaires, surtout sur le territoire français, mais aussi dans toute l'Europe. Et ce gendarme Jambert, quasiment, je crois, quelques jours avant de devoir témoigner devant la justice, a été retrouvé, et je ne rigole pas, c'est vraiment le rapport officiel, il a été retrouvé, suicidé, de 2 balles dans la tête. Et ça a évidemment été conclu comme un suicide. Donc il l'a retrouvé avec 2 balles de son arme de service dans la tête, et d'autres détails très incohérents, comme le fait qu'il y avait 3 douilles sur les lieux. Donc, ce qui est intéressant quand on regarde toutes ces affaires de façon globale, c'est qu'on semble leur tirer un schéma, et aussi invraisemblable que ça en a l'air, il semblerait qu'il y ait une montagne de preuves récurrentes et des témoignages tout à fait concordants, et ça sur la surface de la planète, qui semble indiquer qu'il existe un réseau international de trafic, de viols, de torture et de meurtres d'enfants, impliquant les plus hauts responsables politiques, culturels et financiers à l'échelle mondiale, avec des motifs soit comportementaux, c'est-à-dire que soit ils cherchent à assouvir certains vices ou déviances, probablement des psychopathologies on pourrait dire, ou alors des motifs politiques pour essayer de former des réseaux d'influence par le chantage, ou même étonnamment ils semblent parfois même avoir des motivations superstitieuses. Ça c'est que la partie émergée de l'iceberg on va dire, et encore on va dire que c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que j'ai même pas pu tout vous dire de ce que j'ai trouvé dans ce genre de témoignages et d'affaires concordantes, parce que sinon il me faudrait probablement 2 heures. Et ça c'est uniquement ce qui est ressorti justement dans des témoignages de victimes, des affaires judiciaires et des articles de presse de journaux très anciens et sérieux. Et c'est assez compliqué de comprendre les implications et aussi les réelles motivations d'un tel réseau. Je vais donc expliquer ça probablement dans au moins 2 autres vidéos. Déjà l'aspect sociétal et de contrôle social de ces réseaux dans notre vie quotidienne, mais aussi j'irai voir après peut-être toutes les ramifications et les implications historiques et philosophiques derrière ce genre de réseau. Et avant de vous laisser, j'aimerais quand même prendre un moment aussi pour honorer la mémoire de toutes les victimes et de tous les gens qui sont morts, soit en tant que victimes de ces réseaux-là, ou même pour avoir voulu témoigner et faire quelque chose. Et j'aimerais aussi évidemment remercier, parce que ce que je fais n'est qu'un travail de synthèse, je tiens à préciser que je ne donne pas d'informations nouvelles, et que c'est ici que ce que je rassemble dans cette vidéo, le travail de toute une vie de nombreuses personnes, et j'aimerais notamment remercier pour ça des gens qui m'ont beaucoup aidé à trouver des sources, notamment l'ancien policier des renseignements généraux Gilbert Abbas, duquel j'ai récupéré la majorité des informations ici, mais aussi la très bonne chaîne d'Alexandre Le Breton, qui explique ce genre d'affaires-là dans tous leurs petits détails. J'aimerais remercier aussi Marcel Vervlossem, qui est le policier qui est aujourd'hui encore en prison pour avoir osé défier son administration en faisant sortir l'affaire de Zandvoort. Et comme c'est qu'un sommaire, évidemment, je vous conseille de chercher par vous-même.